La chasse avait été interrompue pendant l'Occupation entre 1940 et 1945. Aussi, durant les années d'après-guerre, la campagne autour des rivières était giboyeuse. Les perdrix s'étaient beaucoup reproduites et de nombreuses compagnies avaient élu domicile dans les champs de luzerne et de céréales. Mon père avait acheté un fusil robuste de la Société des armes et de cycle de Saint-Étienne, et il avait pris un permis de chasse. J'adorais le suivre en portant la musette. Nous parcourions la campagne à la recherche des perdreaux. Au début, le fait qu'il n'ait pas de chien n'était pas un handicap. La densité du gibier était telle qu'il n'était pas rare, en traversant les parcelles de couvert, de voir une compagnie de perdreaux s'envoler à notre approche. Même les champs récemment moissonnés étaient souvent visités par les perdrix, qui venaient se nourrir des graines tombées à terre ou qui étaient encore attachées aux épis oubliés par la moissonneuse. Cette abondance de gibier ne dura pas. Le nombre de chasseurs était tel, car à la campagne tout homme adulte possédait un fusil et prenait un permis, qu'au bout de quelques saisons, le gibier finit par se raréfier. J'ai assisté un matin d'ouverture à la disparition d'une compagnie entière. Cela se passa dans la vaste plaine délimitée par la route de Mata-Aigre et par le ruisseau le Briou, ainsi que du côté sud par la route prenant son origine sur la départementale Mata-Aigre et conduisant au hameau de Chéguignard. Le nombre de chasseurs répartis sur cette vaste étendue de terre était tel qu'une véritable pétarade éclata à l'envol d'une douzaine de perdrix. La compagnie traversa le champ en diagonale. À son approche, les chasseurs, à tour de rôle, épaulaient et tiraient. Aucun des volatiles n'échappa à la fusillade. En quelques instants, la compagnie de perdreaux avait été anéantie. Les années suivantes, mon père eut successivement plusieurs chiens. Le premier fut la petite Mirzette, la petite chienne coquère, qui montait la garde sous le marronnier dans la cour de la laiterie, près du landau de ma petite sœur. Puis il eut un second coquère, Tino, qui avait appartenu à mon grand-père Armand. Chaque année, mon père invitait M. Martin à venir chasser. Une amitié s'était développée entre eux. M. Martin avait un ami, M. Rousseau. Il était également chasseur. Il possédait un couple d'épagnols bretons qui avaient la particularité d'être des chiens de race inscrits au LOF. Ces chiens avaient été, de nombreuses fois, primés dans les concours de beauté, mais aussi dans les concours en action de chasse. J'eus l'occasion un jour de les accompagner lors d'une sortie. Le matin, mon père et ses invités étaient allés battre la campagne. À midi, ma mère avait préparé un repas qu'ils avaient copieusement arrosé, puis ils étaient allés faire une sieste salvatrice, et ils étaient repartis en chasse. Ils m'avaient invité à les suivre. Les 3 chiens, les 2 épagnols de M. Rousseau et la chienne de M. Martin de race Griffon nous devançaient en zigzagant dans le champ, de gauche à droite et de droite à gauche, sur toute la largeur du terrain. Ils avançaient le museau en éveil. Soudain, dans un champ de luzerne, l'un des 3 chiens se figea à l'arrêt, aussitôt suivi par les 2 autres. Un gibier devait être caché dans l'herbe. Nous nous approchâmes des 3 chiens pour tenter d'apercevoir quel animal se cachait, une perdrix sans doute, un lapin peut-être, ou une caille. Les 3 chiens restaient immobiles, attendant un signal pour s'élancer et débusquer le gibier immobile lui aussi. Un échange commença entre les 2 amis. « C'est toi qui vas le tirer, » dit l'un d'eux. « Non, tire-le toi, » répondit son ami. Finalement, après quelques échanges, ils décidèrent que ce serait mon père qui aurait le privilège de tirer le gibier. Une fois qu'ils se furent mis d'accord, M. Martin, d'un ordre bref, invita sa chienne à forcer le départ du gibier. La chienne s'avança, et un perdreau prit son envol à moins de 2 mètres du museau des chiens.
les 2 épagnols avaient redressé la tête, mais étaient restés immobiles. Mon père épaula, visa et fit feu. L'oiseau tomba lourdement sur le sol. Les 3 chiens n'avaient toujours pas bougé. Monsieur Rousseau prononça le nom du chien et lui ordonna d'un ordre bref « Rapporte !» Les 2 chiennes ne bougèrent pas. J'étais subjugué devant ce spectacle. J'admirais la qualité du dressage de ces animaux qui obéissaient aussi impeccablement aux ordres des chasseurs. Monsieur Rousseau confirma que ces 2 épagnols étaient régulièrement primés pour la qualité de leur dressage dans les différents concours auxquels ils participaient. Le chien, un jeune mâle épagnol, alla rechercher la perdrix tombée à terre. Il la prit dans sa gueule et, sans la serrer pour ne pas blesser l'animal mort, vint la rapporter à son maître. Sur ordre, il déposa l'oiseau aux pieds du chasseur et attendit une caresse de récompense. Monsieur Rousseau le flatta de la main et de la voix. Durant tout ce temps, les 2 chiennes n'avaient pas bougé. La chasse put reprendre après que mon père m'eut confié la perdrix pour que je la glisse dans la musette que je portais sur le dos. Tino, notre cocker, était mort de vieillesse et mon père cherchait à le remplacer. Quelque temps après cette partie de chasse, monsieur Rousseau proposa à mon père de lui faire cadeau d'une petite chienne épagnole. C'était la fille des 2 chiens de chasse primés que j'avais eu l'occasion de voir évoluer au cours de leur dernière sortie. C'était un joli cadeau. Les chiens de chasse de cette qualité représentaient un bel investissement. Toutefois, monsieur Rousseau mit une condition à son offre. La petite chienne ne serait pas inscrite au LOF, car cette inscription aurait représenté une dépense importante. L'accord fut conclu. Il ne restait plus qu'à trouver un nom à l'animal. Cette année-là, celui-ci devait obligatoirement commencer par un B. Cela permettait ensuite de connaître l'âge du chien. C'est ainsi que la petite chienne fut appelée Bibiche. L'ouverture de la chasse était décalée d'une quinzaine de jours entre les départements des Charentes et les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. Cela était dû aux différences de climat entre ces régions. La végétation dans le Poitou avait toujours du retard. C'était particulièrement visible, notamment au printemps. Mon père pouvait ainsi faire les 2 ouvertures. Il avait la possibilité de prendre une carte auprès de la société de chasse de Jasneuil, puisque ma grand-mère maternelle demeurait au Châtre. Pour l'occasion, mon oncle Alphonse, un ancien capitaine en retraite, venait lui aussi faire l'ouverture, bien qu'il demeurât à Saint-Étienne. Il avait aussi des attaches dans la région. À cette époque, la myxomatose n'avait pas encore fait son apparition. Le médecin de Dreux, qui eut la malencontreuse idée d'introduire ce microbe pour éliminer les lapins qui envahissaient son domaine, n'avait pas encore joué à l'apprenti sorcier. Cette région de bocage était infestée de lapins sauvages. Ils étaient les proies favorites des buses et des éperviers vivant dans la région. Chaque champ clos était peuplé d'une compagnie de perdreaux rouges, alors que dans les Charentes, c'était le plus souvent des perdrix grises qui peuplaient les champs. Aussi les parties de chasse en Poitou étaient-elles toujours l'assurance de beaux tableaux en fin de journée. Le matin de notre arrivée, Alphonse, au mépris du règlement, allait dans le champ voisin de la ferme, et à l'aube, bien avant l'heure de l'ouverture fixée à 7 heures, il calotait un lapin qu'il rapportait à ma grand-mère pour qu'elle puisse le préparer pour le repas de midi. Un beau jour, ce paradis de la chasse finit par disparaître. Une fois la myxomatose introduite dans la propriété du vétérinaire, excédée par la présence des lapins sauvages dans son domaine, la maladie se répandit sur l'ensemble du territoire. Les lapins disparurent du paysage. La conséquence fut immédiate. Les rapaces, buses et autres éperviers qui se nourrissaient principalement des lapreaux juste nés recherchèrent une autre nourriture et immanquablement se retournèrent vers les jeunes perdreaux. Les compagnies furent décimées. Le gibier se raréfia à tel point qu'il n'était plus aussi agréable de venir chasser en Poitou. Nous finîmes par ne plus venir faire l'ouverture au Châtre.
L'apparition de la myxomatose eut le même effet en Charente. Le village du Breuil-Bâtard, dans la commune de Bredon, était réputé pour ses carrières de sable. Les lapins sauvages y avaient élu domicile, et il n'était pas rare d'en voir plusieurs débouler au même moment et s'engouffrer dans les galeries souterraines. Le sol était devenu un véritable gruyère, tant les trous creusés à cet endroit étaient nombreux. Chaque année, 2 chasseurs du village avaient pris pour habitude de comparer leur score de la saison. Cela tournait chaque fois autour de 250 victimes. M. Pasquet, le maçon, avait le privilège d'habiter en bordure de la carrière. Il lui arrivait même de pouvoir tirer un lapin d'une de ses fenêtres qui donnait directement sur le champ. M. Julien, un ancien laitier de la laiterie, à l'époque où le ramassage du lait se faisait à l'aide d'une carriole tirée par un cheval, avait un jour réussi l'exploit de tuer 2 lapins d'un seul coup de fusil. Il s'était mis en embuscade et il avait attendu d'avoir 2 animaux dans sa ligne de mire pour appuyer sur la gâchette de son fusil. J'ai eu l'occasion une autre fois de participer à une partie de chasse un peu particulière. Mon père avait fini par devenir ami avec son contrôleur laitier. Il n'avait pas oublié ses débuts dans le sud du département, où il traquait les fraudeurs avant la Seconde Guerre mondiale. M. Chéniaud habitait le village de Massac, et il était marié. Sa femme et lui n'avaient pas pu avoir d'enfants. Ils avaient reporté leur affection sur leur chien de chasse, un cocker, et ils le traitaient un peu comme s'il avait été un être humain. Ils nous avaient invités à déjeuner. Le matin, M. Chéniaud et mon père, accompagnés du chien, étaient allés faire un tour dans la campagne environnante. À la fin du repas, au moment de servir le café, nous avons eu la surprise de voir Mme Chéniaud verser du café dans l'écuelle du cocker. À cette époque, il était d'usage de finir le repas en servant un digestif. Son mari offrit un verre de cognac à mon père et il alla verser un peu de cet alcool dans l'écuelle. Apparemment, l'animal avait l'habitude de boire ce breuvage. Cela devait expliquer son embonpoint. Il était très gras. L'après-midi, nous fîmes un petit tour dans la campagne, mais la sortie fut brève. M. Chéniaud et mon père avaient, comme le chien, une forte corpulence. La digestion du repas aidant, ils furent vite épuisés. Quant au cocker, il n'arrivait plus à se traîner. Il était tellement exténué qu'au retour, M. Chéniaud fut même obligé de le porter durant les dernières centaines de mètres. À mon tour, lorsque je fus en poste à Beauvais-sur-Matha, je décidai de prendre un permis de chasse. Le mari de ma tante Eva, mon oncle Robert Guiberto, m'offrit un jeune épagnol breton. La lettre de l'année, étant le N, je l'appelai Nick. Il allait m'accompagner jusqu'à ma nomination dans le poste de Lagore. Mon grand-père Armand me fit cadeau de son fusil. C'était également un robuste de la Société d'armes et de cycle de Saint-Étienne. Je dus faire allonger la crosse pour le mettre à mes dimensions. Comme j'ai pu le raconter dans mon premier livre de certif, je n'étais pas un tireur émérite. Toutefois, avec un fusil de chasse, à bonne distance, les plombs contenus dans les cartouches permettent une approximation de tir et je réussis malgré tout à obtenir des résultats satisfaisants. Ma chasse préférée était la chasse aux cailles. Ce petit volatile vit en compagnie comme les perdrix. Son vol est assez court, ce qui fait qu'en cas d'échec, il est facile de voir l'endroit où l'oiseau se pose. Je pouvais à nouveau le chasser à l'aide de Nick. Il était un fidèle compagnon. Il m'arrivait de rester plusieurs heures à devoir chasser dans le champ où les cailles avaient élu domicile. C'était un régal de le voir travailler, le nez au vent, jusqu'à ce qu'il prenne enfin l'arrêt lorsqu'il avait débusqué l'oiseau. Durant cette période, j'avais fait la connaissance de M. Feunier, le père de Michel, ce gamin qui se glissait sous la table de la classe lorsque je passais dans les rangs, lors de mon arrivée comme instituteur à Beauvais. M. Chénier, en dehors de son travail, était aussi garde-chasse. J'avais plaisir à sortir avec lui. C'était un excellent chasseur. Il connaissait bien les mœurs des différents gibiers, et j'allais beaucoup apprendre à son contact. Lui, de son côté, était très fier d'être devenu le camarade de chasse de l'instituteur de son fils et,
qui plus est du directeur de l'école. Nous allions faire une bonne équipe. Il m'apprit et m'expliqua comment on chasse la palombe, l'hiver venu, en la guettant à l'affût dans les bois. Il fallait repérer un grand arbre, de préférence un chêne recouvert de lierre. Il fallait se cacher à bonne distance de tir, en s'abritant sous des branchages, puis faire le guet en attendant un éventuel volatile. Souvent l'attente était longue et infructueuse. Un jour, M. Feunier me proposa de l'accompagner. Il avait repéré une haie épaisse où les palombes venaient se coucher le soir venu. Il souhaitait que nous fassions le guet et que nous attendions que la pénombre envahisse la campagne pour pouvoir les tirer. L'attente fut longue. Cette sorte de chasse n'était pas vraiment très réglementaire, mais que voulez-vous? J'étais avec le garde-chasse, et c'est lui qui avait pris l'initiative. À la tombée de la nuit, un vol de palombes vint effectivement se poser dans les branchages, là où nous étions cachés. Il devait bien y en avoir une bonne centaine. Il fallait absolument que nous restions immobiles en attendant que la nuit s'épaississe. La palombe la plus proche s'était posée à 1,50 m environ de nos visages. Je pouvais voir son œil ouvert qui observait son voisinage immédiat. Nous attendîmes encore de longues minutes jusqu'à ce que la nuit soit totale. Nous avions maintenant beaucoup de peine à distinguer les oiseaux perchés sur les branches. Dans un souffle, mon voisin me dit de commencer à relever le fût de mon fusil, de mettre en joue et de tirer sur ce que je pouvais encore apercevoir. Lentement, très lentement, je m'exécutai. Lorsque je fus en position, j'appuyai sur la gâchette, un peu à l'aveugle. Au bruit de la détonation, dans un bruit d'aile assourdissant, les palombes reprirent leur vol et s'enfuirent. M. Feunier, à l'aide d'une lampe de poche dont il s'était muni, chercha dans le fourré s'il y avait des oiseaux au sol. Nous trouvâmes 2 palombes qui avaient été atteintes par le coup de fusil. Dans l'action, je n'avais même pas pensé à redoubler le tir. Le lendemain, je retournai sur le lieu de l'affût. Je trouvai une 3e palombe que nous n'avions pas vue la veille et qui gisait à terre.